Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. L'Opinion signe ce matin une enquête sur les difficultés des différents partis politiques, la plupart sauf La République En Marche, votre parti, difficultés à rassembler des capitaux pour financer la campagne électorale européenne. Une banque de la démocratie faisait partie des projets d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Il ne s'est rien passé depuis, elle a même été plus ou moins enterrée. Est-ce qu'il faut ressortir la banque pour la démocratie? Alors, le sujet de la pluralité dans le débat politique, c'est quelque chose qui est essentiel. D'ailleurs, les Français nous le disent à travers le grand débat, à travers les débats sur la proportionnelle. Pouvoir se financer et donc faire campagne, voilà, c'est clé. C'est essentiel, oui. Le mouvement En Marche a proposé des choses intéressantes, notamment pour permettre à plus de personnes à titre individuel de se lancer dans des campagnes, donc d'élargir le fameux congé politique. Et pour ce qui est du financement des partis, c'est un sujet qui est débattu dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Bon, vous savez qu'elle n'est pas encore votée. Moi, ce qui est certain, c'est qu'il faut faciliter l'accès aux banques. Personnellement, vous savez, quand vous lancez pour être une candidate aux législatives, c'est compliqué. Et y a pas... Combien vous avez mis sur la table, si j'ose dire, pour être candidate? C'est 30 000 euros que l'État vous rembourse ensuite. Ouais. Mais vous avez peu d'institutions qui sont prêtes à jouer le jeu. En l'occurrence, vous avez les banques de l'économie sociale et solidaire, le crédit coopératif, par exemple. Mais, par exemple, il est sollicité par plusieurs partis politiques et... Il dit non. Benoît Hamon, par exemple, a beaucoup de difficultés. Doit produire des sondages pour démontrer qu'il sera au-dessus de la limite à partir de laquelle il serait remboursé de ses frais de campagne. Et donc, c'est un sujet qu'il faut qu'on débatte, notamment dans la réforme constitutionnelle, pour assurer la pluralité et s'assurer qu'il n'y ait pas de frein pratique et matériel au fait que dans une démocratie, chacun a le droit de pouvoir faire campagne. Ça ne devrait pas être le rôle de la Caisse des dépôts et de consignation? C'est des choses qu'il faut qu'on étudie. C'est de l'argent public, en tout cas de l'argent qui est géré de manière publique et selon l'intérêt public. C'est pas là qu'il faut aller chercher l'argent. C'est des choses qu'il faut qu'on étudie. Et vous y êtes favorable? Moi, je suis favorable à ce qu'on facilite les choses parce que si dans une démocratie, on met des freins matériels au débat, et bien ensuite, vous avez toutes les théories du complot, toutes les théories de sentiment de ne pas être représenté. On a vu que dans la crise des Gilets jaunes, la démocratie représentative doit donner des gages de pluralité, d'ouverture. Et je pense que là, il y a un sujet à traiter. Est-ce qu'il faut repousser l'âge de la retraite au-delà de 62 ans? Alors aujourd'hui, on a le rapport sur la dépendance qui est remis. Il y a dans notre société évidemment... Je parle de l'âge de la retraite, pas de la dépendance. Sur la retraite, il a toujours été très clair que la négociation qui est menée depuis maintenant presque plus d'une année par Jean-Paul Delevoye est un principe déjà de dire le système des retraites en France, la première des priorités, c'est le rendre juste, lisible et qui facilite la mobilité des travailleurs, tel que c'est le cas aujourd'hui sur le marché du travail. Donc, non. Et donc, la priorité pour moi de la réforme que nous avons à faire, c'est déjà d'unifier les 42 systèmes différents et de recréer la possibilité de devenir indépendant, salarié, fonctionnaire. On a une réforme de la fonction publique qui doit justement encourager de la mobilité, le choix et de la liberté. Et donc, la réforme des retraites, pour moi, son premier principe, c'est déjà d'assurer cette lisibilité et cette justice. L'âge, il est toujours été dit que c'était 62 ans. Maintenant, 62 ans, c'est l'âge à partir du... Pardon, mais il semble que ce soit un engagement de campagne d'Emmanuel Macron qu'il ne veut pas bousculer. Et il semble aussi, tous les économistes le disent, que ce soit la manière la plus simple, la moins injuste peut-être, de reculer pour tout le monde d'ailleurs. D'un an, 2 ans, 3 ans, l'âge. Il y a deux choses. Il y a l'âge à partir duquel on peut solder sa retraite. Dans un système à points, ce que propose Jean-Paul Delevoye, c'est pas le nôtre, de dire à partir de 62 ans, on peut solder. Mais ce que dit aussi Jean-Paul Delevoye, qui est très important, c'est que si on travaille plus longtemps, entre guillemets, il faut qu'on en ait pour son argent. Et que donc le bonus à travailler plus longtemps se retrouve sur la retraite qu'on a ensuite. C'est pas une manœuvre pour contourner justement cette espèce de totem qui a été mis au milieu du village par Emmanuel Macron. La clé d'un système à points, c'est la lisibilité et le fait que les Français ont confiance. Lisibilité, moi je vous pose une question sur l'âge. Et les Français s'interrogent. Vous voyez bien qu'il y a un débat. Il y a des ministres qui disent qu'il faut reporter l'âge de la retraite un peu plus loin. Il y en a qui disent comme vous, c'est pour financer la dépendance. C'est une façon de contourner le sujet. La position du Premier ministre est très claire. Le système des retraites, 42 systèmes, il faut l'unifier, le rendre juste et lisible pour que les Français aient confiance dans leur avenir. Ça, c'est le bloc de la réforme des retraites. Bon. Par ailleurs, le Premier ministre l'a dit aussi, on a un sujet sur la dépendance, le vieillissement. 20% aujourd'hui des personnes finissent leur vie dans un cas très médicalisé parce que leur état de santé le requiert. Pour ce sujet-là, il y a plein d'options sur la table. Il y a les options des jours de solidarité, il y a la possibilité de demander un financement notamment privé sur l'épargne et le ménage, il y a les systèmes d'assurance privée, il y a un 5e risque, il peut y avoir la fiscalité, il peut y avoir une question de travailler plus longtemps, mais c'est un débat qu'il faut qu'on ait de manière séparée, parce que d'un côté, on a un système contributif,
avec des cotisations retraite qui donnent droit à qui ouvrent des droits. Et de l'autre côté, on a un débat, et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse ensuite faire les arbitrages. Et peut-être qu'on se dira, c'est pas par les années qu'on y va, c'est peut-être par des journées de travail, c'est peut-être parce qu'on va donner ses RTT. Il y a plein de choses à imaginer. Travailler plus longtemps, ça peut être aussi des choses que chacun peut définir sur la façon dont il contribue. Est-ce que, de manière générale, et sur le principe, il faudra lever d'une manière ou d'une autre davantage d'argent pour payer le 3e et le 4e âge? C'est clair. Oui. Et l'argent, il n'est pas que public. Il faudra évidemment de la solidarité nationale, parce que je pense que permettre à chacun de vivre une fin de vie digne, dans des bonnes conditions, c'est quelque chose que notre société est tout à fait prête à faire et à assumer et à construire. On voit que le vieillissement, c'est plein d'enjeux. C'est des enjeux de logement, c'est des enjeux de où est-ce qu'on habite, c'est des enjeux, bien sûr, d'accompagnant, de formation, où sont les aidants, comment on aide les familles. Il y a beaucoup de questions. Global. C'est un enjeu global et qui demande, du coup, dans un pays comme le nôtre, une forme de solidarité nationale, mais aussi de mobiliser tous les outils qui existent, et c'est le débat qui s'ouvre aujourd'hui. Le gouvernement a annoncé plusieurs bonnes nouvelles sur le plan budgétaire, un sujet qui vous est cher, le déficit public qui est un peu moins élevé que prévu, la dette qui est contenue en dessous de 100% de la production industrielle brute, la pression fiscale qui a légèrement diminué en 2018. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop gloriole, compte tenu de ce qui est devant nous encore en 2019? Alors, il n'y a aucune impression d'être arrivé. 2,5% de déficit. Il y a un peu de cocorico quand même. Oui, mais attendez, moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a une chose qui s'est passée en 2018 sur laquelle je pense qu'on peut insister, c'est que le volume des dépenses publiques, toutes dépenses confondues, a diminué de 0,2%. Ce chiffre-là, c'est du jamais vu dans la Ve République. Jamais vu. C'est pas grâce à l'État, hein. C'est grâce aux collectivités locales, c'est grâce au système hospitalier, c'est grâce au système de santé en général. C'est grâce aussi au fait que les dépenses pilotables de l'État ont été 1,5 milliard en dessous de ce qui était prévu. Donc, mais elles ont augmenté. Mais vous avez le PIB. Est-ce que vous ne voyez pas le paradoxe incroyable que l'État, le gouvernement, se glorifie d'une baisse des dépenses qui, au fond, ne dépend pas de lui? Enfin, il se trouve par exemple que l'État a pris à sa charge 30% de la taxe d'habitation. L'État a également réglé le contentieux, vous vous souvenez, des 3% de dividendes. Ouais. L'État a, en 2018... Créé, hein. Enfin, l'État, oui, c'est l'État qui a créé, mais notre majorité avons assumé. 2018 est un budget que la Cour des comptes considère comme sincère. Baisser la dépense publique de 0,2% dans un pays où la croissance démographique est de 0,7%, ça veut dire qu'on fait un vrai effort collectif, toute administration publique confondue, les collectivités, bien sûr le système social et l'État, pour qu'on puisse dire aux Français, on essaye d'améliorer au maximum l'efficacité des politiques publiques, on fait des vraies réformes, on a fait des réformes sur le logement social, on a fait des réformes sur les contrats aidés, on fait des grandes réformes sur la formation, on remet des moyens dans des systèmes qu'on essaie de construire de manière beaucoup plus efficace. Et dans le domaine des déficits, on reste le pays le plus en retard de la zone euro. Oui, et on arrête de réduire le déficit d'1 point de PIB, c'est 20 milliards de déficit par rapport à notre activité en moins sur 2 ans. Je pense que vous savez, la France aujourd'hui est dans une situation difficile. Et on a énormément de réformes à faire. On n'a pas eu un peu trop de cocorico du gouvernement. Encore une fois, est-ce que ça ne fait pas... Vous savez, on est arrivé, on peut relâcher l'effort. On écoute une opposition qui nous dit qu'on est des amateurs, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne sait pas tenir la dépense. Moi, je regarde les faits. Les faits, c'est la dépense publique est réduite, les prélèvements obligatoires ont baissé, la dette est stabilisée et le déficit est à 2,5 qui est inférieur à ce qu'on avait prévu. En soi, c'est une feuille de route qui montre qu'il y a des efforts, que les ministres travaillent efficacement, que le Parlement essaie de jouer son rôle au maximum et que ce qu'on fait par exemple sur la réforme de la fonction publique qui arrive, c'est se donner des outils pour que ça puisse se poursuivre de manière structurelle. À condition de les utiliser. L'État fait toujours 30% de déficit, l'État lui-même, 30% de déficit de son budget. Est-ce que c'est tenable? C'est pour ça qu'il faut qu'on se réorganise, c'est pour ça qu'on doit réorganiser l'action publique pour faire quoi? Avoir en proximité des citoyens une perception de qualité qui soit beaucoup plus grande et avoir surtout une modernité qui fasse que les agents publics soient beaucoup plus fiers et les moyens de choisir la carrière et d'apporter le service. La réforme de la fonction publique, elle est clé. C'est une boîte à outils. C'est-à-dire, on dit aux employeurs publics, vous avez besoin de compétences, vous pouvez les trouver. Vous voulez faciliter les mutations, c'est possible. Vous réorganisez et certaines fonctions disparaissent, vous pouvez aider les agents publics à retrouver un métier ailleurs. C'est quand même, si vous regardez, une réforme qui est extrêmement pragmatique. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que dit Philippe Laurent, par exemple, qui est le président du Conseil national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas dans la majorité, qui gère et qui représente tous les employeurs publics à l'État au niveau local. Et qui est preneur de cette réforme. Et qui dit, voilà, nous avons enfin des outils pour jouer notre rôle, être responsable et avoir la capacité d'être en fait des managers. C'est ça qui manque à la fonction publique, c'est que depuis des années, on a géré par le chiffre et par le haut, alors qu'on sait que derrière, c'est des hommes, c'est des organisations, c'est compliqué, et que derrière, des citoyens qui doivent avoir des services de meilleure qualité. L'État, mauvais employeur. À Paris, une bataille se dessine entre membres de la majorité En Marche. Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi ont quitté le gouvernement hier soir, en même temps que Nathalie Loiseau,
qui prend la tête de la campagne électorale pour Emmanuel Macron. C'est utile d'avoir une campagne interne, une bataille interne entre membres de la majorité et ex-ministres? Alors déjà de ma fenêtre, moi je vois aussi que ces deux députés formidables, Élise Fagélès et Delphine Haut, qui ont fait du travail pendant 2 ans, l'une sur les relations internationales, l'autre sur des sujets très importants, qui quittent notre groupe. Donc ça c'est message aux copines. Mais ça, moi je suis responsable d'un groupe parlementaire. Je ne suis pas au gouvernement et je ne suis pas députée de Paris. Est-ce que ça vous voyez bien que Paris, ça va être une bataille fondamentale, fondatrice, si j'ose dire. Est-ce que c'est intelligent d'organiser une bagarre entre 2 ex-ministres de la majorité? Mais il y a plus que 2 candidats. Il y a aussi mon collègue Cédric Villani, qui lui vient de l'Essonne. Et ensuite, je pense que c'est sain qu'on puisse construire un projet collectif. Je ne pense pas aujourd'hui que l'heure soit tout de suite là à se dire derrière qui l'intégralité de la République En Marche se construit. Vous avez pris parti? Moi, je n'ai pas pris parti. Non. Moi, je suis une députée de l'Essonne. J'ai déjà fort à faire dans mon territoire et je m'occupe du groupe parlementaire sur le travail législatif. Vous prendrez parti? Je ne vois pas pourquoi je prendrais parti. Il y a un processus, il y a des marcheurs à Paris, il y a des référents, il y a un mouvement, il y a un calendrier. Je ne vois pas pourquoi une députée, vous voyez, qui n'est pas sur le territoire et qui, je vous dis, travaille sur le travail législatif collectif que nous menons avec le gouvernement. On a le grand débat des enjeux importants, on a les européennes. Je pense qu'il y a une séquence d'événements. Et vous savez, sur mon territoire également, en Essonne, on est très clair, les européennes, la sortie du grand débat, enfin plutôt dans l'autre sens, et ensuite les municipales. Et d'ailleurs, les Français verraient, à mon avis, d'un très mauvais œil qu'on joue des élections décalées avec ce qu'on leur demande d'aller voter dans les D'où la surprise qu'on peut éprouver à voir 2 départs du gouvernement pour cause d'élections municipales. Si certains veulent préparer un projet, je pense qu'ils ont tout à fait la liberté de le faire. Mais je vous ai, de mon point de vue, la liste des européennes... C'était pas utile, c'est ça? Mais s'ils veulent... de votre point de vue, c'était utile ou pas? Non, mais c'est une discussion qu'ils ont avec le président de la République pour pouvoir mener un projet qu'ils souhaitent mener à bout. Je n'ai aucune opposition sur le principe. Maintenant, je vous dis que personnellement, ce qui compte pour moi, c'est qu'on joue aussi le calendrier sur lequel on s'est nous-mêmes engagés. La sortie du grand débat, les européennes. Et on verra la suite. Merci Amélie Montchalin. Merci.